Bonjour tout le monde, très heureux d'être parmi vous et c'est la première fois que je viens à Agadir. Je suis vraiment très impressionné par la qualité de ce congrès. Merci aux cardiologues du Sud. Juste une petite rectification, je ne suis pas chirurgien vasculaire, je suis chirurgien cardiaque et vasculaire. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des endoprothèses aortiques et l'option de la chirurgie pour les anévrismes de l'aorte abdominale ou de la mise en place d'une endoprothèse aortique est de plus en plus d'actualité, d'autant plus que les techniques évoluent et on va de plus en plus loin dans les différents segments de l'aorte. L'aorte abdominale étant le premier segment qui avait été traité historiquement avec l'aorte thoracique, mais nous avons de plus en plus la possibilité de traiter d'autres segments. Donc, je vais vous parler des différentes indications, des avantages de la technique et à la fin d'une série personnelle de comparatives non prospectives, juste observationnelles, des patients opérés à la fois par chirurgie ou par endoprothèse aortique. Donc, nous allons évaluer les traitements, les avantages, les techniques. Je vais vous montrer brièvement comment on procède. Il y aura quelques films de chirurgiens. J'espère que ça ne va pas vous choquer. Les indications, les contre-indications et quelques cas cliniques. Donc, comme je vous ai dit, les segments de l'aorte abdominale depuis l'aorte jusqu'à la bifurcation iliaque, l'idée qu'on se fait, c'est qu'effectivement, les anévrismes de l'aorte abdominale sont les plus fréquents. Or, vous voyez que le segment le plus atteint dans les anévrismes, c'est celui de la portion ascendante de l'aorte, c'est-à-dire juste en aval des ostéocoronaires au niveau de la jonction sinotubulaire. 45%. Le segment 2, qui est celui de la crosse, c'est 10%. Le segment 3, c'est-à-dire l'aorte thoracique, c'est 35%. Alors que celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui de l'aorte abdominale, ne représente que 10% des anévrismes de l'aorte. Bien entendu, ils ont tous en commun comme facteur la maladie atheromateuse, les lésions dystrophiques, quelquefois des lésions traumatiques essentiellement dans l'aorte ischmique, que nous avons toujours dans les accidents de la route, et les lésions anastomatiques, ce sont des lésions post-chirurgicales. Donc, pour vous dire que tous les traitements, toutes les portions de l'aorte sont possiblement traitables par voie endovasculaire, sauf la portion 1, qui est donc la plus fréquente, où pour traiter les dissections, on est toujours obligé de les opérer. Là, c'est un cas de dissection, ou les cas d'anévrisme. Vous voyez, des gros anévrismes, on est tous obligés de les traiter chirurgicalement en faisant... Comment on fait là? Ouais. Un traitement chirurgical plus ou moins agressif. Là, c'est un Bental qu'on a traité pour le cas de la dissection avant. Donc, vous voyez, cette portion-là, on n'en parlera plus après, ne peut pas être traitée par voie endovasculaire, quelles que soient les techniques actuellement. Mais juste au-delà, la crosse de l'aorte peut être traitée par voie chirurgicale, par voie endovasculaire. Pour les endoprothèses aortiques, de l'aorte abdominale, les anévrismes, comme vous le savez, le traitement est envisagé, et s'il y a un message simple qu'il faut retenir, c'est le diamètre. Le diamètre pour l'homme de l'indication chirurgicale est à 5,5 cm. Celui de la femme est à 5 cm, mais on descend en dessous de 5 cm lorsqu'il s'agit d'une cinétique de croissance précoce, c'est-à-dire une augmentation d'1 cm, 1 cm par an. Si l'anévrisme est à 4 cm, il faut l'opérer. La vitesse de croissance est un signe très prédictif de rupture et doit être une indication à descendre jusqu'à 4 cm de Et bien entendu, un anévrisme, même petit, même à 4 cm, voire moins, s'il est douloureux, est une indication de traitement par chirurgie ou par endoprothèse. Donc je vous ai dit, les facteurs de risque, c'est souvent lié à l'augmentation de l'âge, le tabagisme,
et les antécédents familiaux d'anévrisme de l'aorte abdominale, mais souvent pour des lésions dystrophiques, essentiellement pour l'aorte ascendante thoracique, qui donne essentiellement des dissections. Les données en France que j'ai récupérées sur les données de la Haute Autorité de Santé montrent que, bien entendu, une prédominance masculine, 90% d'hommes, en sachant que les femmes, quand elles ont des anévrismes, ont des risques de rupture, probablement parce que ce n'est pas la même paroi, beaucoup plus important, et que la mortalité hospitalière est de 2,6% lorsqu'il s'agit d'anévrisme qui arrive à l'hôpital pour une chirurgie programmée, et cette mortalité, bien entendu, augmente à une mortalité de près de 1 patient sur 2 qui décède lorsqu'il s'agit d'un anévrisme rompu. Je me rappelle qu'au début de mon internat, de mon clinica, quand j'étais en France, pratiquement à chaque garde, on avait un anévrisme rompu, ce qui nous permettait d'opérer en garde. Et quand j'ai fini mon passage en France, 15 ans après, on n'avait plus d'anévrisme rompu parce que l'exploration avait évolué, les scanners étaient faits de façon plus précoce et les détections étaient faites de façon plus précoce. Donc je finis pratiquement avec, de façon exceptionnelle, 1 ou 2 anévrismes rompus, ce qui prouve bien que le suivi des anévrismes, lorsqu'on le découvre, permet d'éviter les ruptures dans les pays qui, bien sûr, ont une politique de santé qui permet de les suivre de façon très précoce. Cette diapositive est pour vous montrer, est très significative de l'évolution de l'arbre décisionnel pour la prise en charge des anévrismes de l'aorte abdominale. Donc en 2010, vous voyez que le pourcentage endovasculaire, ce qui était déjà important, je me rappelle, on disait, vous vous rendez compte, il y a 1 patient sur 2 qui est opéré, alors qu'avant, ils étaient à 80%. Maintenant, on est à 70% des anévrismes qui ne sont plus opérés et qui sont traités par voie endovasculaire. Donc, ce qui prouve bien que les matériaux ont évolué et la formation a évolué. Nous, lorsqu'on avait commencé, c'était très épisodique. On était parmi les premiers qui faisions ça en France. Et c'était toujours un challenge. Maintenant, il n'y a pas un chirurgien vasculaire qui n'est pas formé à l'endovasculaire et à la technique des endoprothèses aortiques, bien qu'elles soient. Et même ça s'inverse parce que les jeunes chirurgiens vasculaires ne savent plus opérer les anévrismes rompus parce qu'ils n'en ont jamais vu. En France, en tout cas. Les critères de jugement sont bien sûr liés au patient qu'on a en face et à l'évolution du diamètre de l'anévrisme, je vous l'ai dit, et les complications liées à cette technique-là, de la mise en place des endoprothèses, sont essentiellement liées au fait que c'est un matériau qui n'est pas cousu, c'est un matériau qui est mis à l'intérieur d'un vaisseau, qui a une paroi, qui est évolutive dans le temps, qui est pathologique. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que malheureusement, même si ça permet de passer des caps, ce sont des gens qu'il faut suivre pratiquement toute leur vie avec des scanners, puisque de façon très précoce, certains présentent des fuites de type 1. Les fuites de type 1 sont des fuites au niveau du collet, c'est-à-dire c'est l'endroit où la prothèse va être larguée, juste en dessous de l'artère rénale. Il faut que ce collet-là, on verra, doit avoir un certain diamètre maximum et une certaine longueur maximum pour pouvoir bénéficier de ces techniques-là. Ces fuites de type 1, lorsqu'elles existent, des fois, peuvent être traitées juste par un coup de ballon ou par l'extension d'une autre prothèse, mais elles doivent être suivies lorsqu'elles existent, parce que des fois, elles disparaissent toutes seules. Lorsqu'elles augmentent, on arrive à des conversions chirurgicales. Les fuites de type 2 sont beaucoup plus fréquentes. Ce sont des fuites liées à la présence des artères lombaires et de la mésentérique inférieure qui alimentent le sac anévrismal. Et vous savez, si ces artères sont bouchées, parce que souvent du thrombus, ça ne pose aucun problème, mais lorsqu'elles sont perméables, on les identifie d'ailleurs avant, et on va les suivre, parce que lorsque l'endoprothèse est mise, si jamais elle continue à alimenter le sac anévrismal, et qu'il n'y a pas de fuite de sortie, elles vont se coucher. Par contre, s'il y en a 2, elles vont circuler entre elles, et continuer à alimenter ce sac anévrismal avec la mésentérique, et ce sac va soit ne pas régresser, ce qui est un mauvais signe, soit progresser. Et dans ce cas-là, souvent, c'est une indication de reprise
en résolvant ce problème de fuite sur ces deux alimentations qui sont les artères lombaires et la mésentérique inférieure, et l'hypogastrique. Alors, vous voyez bien, là, c'est une étude comparative sur les grandes études, dont EVAR, comparant la chirurgie avec EVAR, donc c'est les endoprothèses, la chirurgie, et les avantages sont certes et certains dans la période périopératoire lorsqu'on traite un anévrisme par voie endovasculaire. C'est vrai qu'actuellement les techniques ont évolué, qu'il n'y a plus d'anesthésie, on le fait sous anesthésie locale, par voie percutanée, et ils sortent quasiment le lendemain, alors que la chirurgie il reste quand même une chirurgie lourde, avec des conséquences qui peuvent être importantes sur le plan cardio-respiratoire et digestif, on le verra plus loin. Et donc, si le bénéfice est très important dans la période périopératoire précoce, il l'est moins lorsqu'on va à 8 ans et à 15 ans, où la tendance s'inverse. Et à 15 ans, vous le voyez, le risque lié à la mise en place d'une endoprothèse, le bénéfice lié à la mise en place va s'inverser, parce que souvent, les gens vont vivre mieux après une chirurgie, en tout cas vont vivre plus longtemps, parce qu'il y a moins de reprises chirurgicales et que c'est une technique fiable où la prothèse est suturée et ne va pas évoluer la plupart du temps. Donc vous voyez là, c'est juste là dans cette diapositive où on voit que le bénéfice est réellement en faveur de la chirurgie à partir de 15 ans. Donc la durée de séjour, je vous en ai parlé, la qualité de vie, précocement bien entendu, et surtout importante avec la mise en place des endoprothèses sur les 6 premiers mois, essentiellement au cours des 3 premiers mois. Les techniques endovasculaires, après, ont énormément évolué ces dernières années et permettent, comme je vous voyais, de traiter, à part l'aorte ascendante, tous les différents segments, l'aorte thoracique, la partie digestive et l'aorte abdominale. Mais alors, toute la partie digestive, avec la palette viscérale, reste un challenge endovasculaire et surtout un challenge financier, parce que on en parlera après. Mettre une prothèse dite fenestrée, où on va réimplanter à travers les trous de la prothèse le transiliaque, les artères rénales et la mésentérique supérieure, coûte extrêmement cher. On est aux alentours de 35 000 euros, 40 000 euros, ce qui n'est pas encore envisageable ici au Maroc. Alors que la partie thoracique et abdominale est maintenant remboursée par la CNOPS. J'ai mis cette diapositive en hommage et en pensée au créateur de l'endoprothèse aortique, qui est Claude Mial, qui est un ami de longue date. C'est lui qui a inventé l'endoprothèse. J'étais associé avec lui pendant 2 ans à Draguignan en privé. Il est directeur du centre cardio-thoracique de Monaco. Et un jour, il m'a raconté son histoire où il était à Draguignan et a inventé cette prothèse en fabriquant lui-même dans son garage une prothèse double qu'il a mis chez un patient complètement inopérable. Il a validé sa technique, vendu sa technique aux États-Unis à une compagnie en étant associé pour finalement perdre tout, parce que avec les montages, il nous le racontera un jour, parce que c'est un personnage extrêmement intéressant. Je pense que ça vaudrait la peine de l'inviter, d'autant plus qu'il est amoureux du Maroc et qu'il est maintenant inscrit au Conseil de l'ordre marocain, je pense, pour exercer à la clinique européenne de Casablanca. Et donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire que c'était une technique qui était inventée par un Français et qui est encore vivant et qui fait des choses assez extraordinaires. Alors, voilà. Pour illustrer la chirurgie et vous donner un petit ordre d'idée, je vous ai montré juste, voilà, un anévrisme de l'aorte abdominale que j'avais opéré, en combiné d'ailleurs avec une chirurgie coronarienne. La première partie du film, il a eu un triple pontage coronaire, et on a dû l'opérer parce qu'il était en pré-rupture. Donc c'est un anévrisme qui montait haut, on a dû lier la veine rénale. J'ai voulu vous le montrer parce que beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur d'un anévrisme. Et là, on va bien le voir. L'anévrisme, au moment là, vous voyez, il faisait 5-6 doigts, et quand on enlève ce qu'il y a,
C'est un énorme thrombus. Ça ressemble à un bébé, là, c'est vraiment un accouchement. Avec une lumière centrale. Oui. Donc vous voyez, la lumière circule à l'intérieur, le sang circule à l'intérieur, on comprend de façon très aisée pourquoi ces gens font des embolies périphériques et dégradent leur lit d'aval. On a souvent une dégradation très importante du lit d'aval parce que le flux va laver ce thrombus en permanence qui va coaguler. Bon, dans ce cas-là, après c'est plus simple, on a cousu une prothèse juste en aval des artères rénales et après au niveau de la fémorale commune droite et gauche. Voilà. Patient qui, quand même, reste en réanimation pendant 3-4 jours pour une hospitalisation totale d'une dizaine de jours avec une rééducation qui est souvent un peu difficile. Mais des fois, nous n'avons pas le choix pour des raisons anatomiques, parce qu'il faut de l'espace pour larguer cette prothèse en haut. Vous voyez bien qu'entre les rénales et le début de l'anévrisme, il faut un espace où la prothèse va s'ancrer. C'est un petit ressort qui doit s'ouvrir. Et si jamais déjà l'anévrisme commence, le ressort, il ne peut pas commencer. Quelques cas d'anévrisme que nous avons traités. Alors celui-là, c'est vraiment, il a été fait la semaine dernière. C'est un anévrisme, le premier cas, rompu, cloisonné, qui arrivait hyper douloureux. Et souvent, maintenant que je suis au Maroc, c'est m'embêter parce que j'étais obligé de les opérer. Et là, depuis quelques temps, il y a une compagnie qui a les prothèses sur place avec toutes les tailles. Et jusqu'à maintenant, on était obligé d'envoyer le CD. Les prothèses étaient plus ou moins fabriquées sur les données du CD, avec le diamètre adéquat, la longueur entre les artères rénales jusqu'à la bifurcation iliaque, donc c'était du sur-mesure. Et maintenant, ils ont arrivé à nous fournir sur place pratiquement toutes les mesures, donc on a pu le traiter pratiquement dans la journée, et mettre en place une prothèse bifurquée. Et voilà, donc il est sorti assez rapidement. Ça c'est lui, c'est une photo d'amateur parce que j'ai pas pu prendre les. C'est pour vous montrer. En fait, on passe par en bas et on fait une première injection. On va localiser les artères rénales avec une toute petite injection pour pas, parce il était déjà en insuffisance rénale. Et vous voyez, on devine l'anévrisme qui prend le contraste et on va se repérer sur les rénales et larguer une partie du stent non couvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prothèse, c'est juste un ressort non prothétique sur 1 cm qui va couvrir les rénales, mais laisser circuler le sang pour les artères rénales, c'est la partie toute haute du stent, et la partie inférieure, c'est un stent couvert, donc c'est du tissu, hein. Soit c'est du Gore-Tex, soit c'est du Dacron, et voilà. Et une fois que c'est largué, en haut, on vérifie que les artères rénales sont bien perméables. Donc voilà, en haut, hop, on voit le passage des artères rénales, c'est ce qui nous angoisse le plus, hein. C'est les rénales, et en bas, la perméabilité des artères hypogastriques. Alors, je vous cache pas que, au moment du largage, s'il y a la table qui glisse, si le patient bouge, ça se joue à 1 cm près, on couvre les rénales. Et là, c'est la catastrophe. Parce qu'on ne peut plus enlever la prothèse. Ça m'est déjà arrivé, et je suis resté 3h30, 4h, en essayant de passer par le bras, pour essayer de cathétériser l'artère rénale. Je suis arrivé à le faire pour mettre un stent entre la prothèse et l'anévrisme pour permettre au sang de passer dans l'artère rénale. Et voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sorti. Et ce jour-là, c'est parce que je le faisais au bloc et que l'ampli de bruyance, le bloc était penché, l'ampli de bruyance a glissé de 1 cm. J'ai pris mes repères sur ce patient-là avant qu'il glisse. Donc voilà. Pour vous dire, c'est que vraiment ça se joue à 1 cm près. Le deuxième cas et alors là, c'est assez atypique, c'est un jeune homme de 30 ans qui est arrivé en se tenant le ventre avec, et quand on fait le scanner, je trouve un énorme anévrisme fissuré, rompu, cloisonné, érodant la vertèbre derrière. Et ça faisait donc quelques temps qu'il était là. C'est alors probablement une maladie de système. Il parlait de B7, il parlait de Takayasu. En fait, on n'a jamais pu avoir, malgré les différents prélèvements que je leur ai donnés, artériels, un diagnostic précis. Et son histoire ne finit pas, puisque je le mets en urgence, ce que j'avais comme endoprothèse de tube droit, et je suis content, l'hémorragie s'arrête, il repart chez lui, mais il revient la semaine d'après, avec un aspect ici d'anévrisme
qui persiste et qui prend le contraste. Alors le radiologue, là aussi, il faut se méfier, me dit anévrisme exclu, et en fait, je revois les temps tardifs, et en fait, cet anévrisme n'était pas du tout exclu. Il continue à alimenter cet anévrisme, c'est ce qui expliquait encore une fois ces douleurs. Et donc, j'ai dû remettre une prothèse à l'intérieur de la prothèse, parce que elle n'était pas assez... son aorte était trop compliante, et en fait, il restait un espace entre la prothèse et l'anévrisme. Donc on voit bien, là, je pense qu'on va aller voir là, la fuite. Vous voyez la fuite ici. Donc, ce qui explique l'importance des mesures, et il faut surdimensionner souvent. Voilà, ça c'est le résultat final une fois qu'on a mis la prothèse. Donc maintenant, c'est relativement fréquent, il y a plusieurs façons de les mettre. Des fois, on est obligé d'inverser les iliaques pour des raisons anatomiques, parce que ça se projette bien pour cathétériser lorsque l'aorte est tordue. Lorsqu'on largue une prothèse, l'autre, il faut aller la récupérer, le branche, il faut aller la récupérer, et toutes les orientations doivent être calculées à l'avance pour pouvoir envisager tout ça. Voilà, il y a plusieurs cas, que ce soit des anévrismes saxiformes ou autres. Alors, ce qu'il faut faire, bien entendu, c'est évaluer ces gens-là, et les évaluer comme si jamais ils devaient être opérés, parce que la conversion chirurgicale est toujours possible à n'importe quel moment, respiratoire, rénal, métabolique, et avoir maintenant ça se fait plus trop, sauf en opératoire, jour de décision, l'artériographie, le scanner, l'IRM lorsqu'il y a des problèmes d'insuffisance rénale, et bon, l'échographie, c'est transœsophagienne et surtout faite pour les anévrismes de l'aorte thoracique. Leur matériel, je vous l'ai dit, c'est du PTFE ou bien du polyester, la plupart du temps. Et au début, on le faisait sous anesthésie générale. Maintenant, je le fais plus que sous anesthésie locale, en percutanée. Alors, si la personne est compliante, parce que comme je vous l'ai dit, la mesure est précise au centimètre près, il ne faut pas qu'il bouge pendant la procédure. Si on voit que c'est quelqu'un qui ne va pas être coopérant, on va l'endormir pour qu'on n'ait pas de surprise, parce qu'elles peuvent être dramatiques, comme vous le savez. Avec un monitoring voilà, artériel, une pression, comme si jamais il devait être opéré. Et pour pouvoir, je vous l'ai dit, on prend des mesures très précises au scanner, et avec les radiologues, souvent les chirurgiens maintenant maîtrisent les techniques scanographiques, ils vont faire leurs propres mesures avec une surdimension au moment de la commande de la prothèse de l'ordre de 15 à 20% pour qu'elle plaque bien. Donc on va donner des diamètres un peu plus forts pour pouvoir plaquer la prothèse. Et le repérage pour nous, c'est l'artère rénale pour les anévrismes de l'aorte abdominale et la sous-clavière pour les anévrismes de l'aorte thoracique. Sachant que la sous-clavière, on peut la couvrir pour les anévrismes de l'aorte thoracique et la réimplanter en carotidien, ou pas du tout la réimplanter, ça m'est arrivé de la laisser, parce que c'est très bien supporté. Et on peut maintenant même couvrir la carotide gauche à condition de passer par voie carotidienne et mettre une prothèse couverte en parallèle au canon de fusil avec l'endoprothèse, ça s'appelle la technique du cheminée. Donc ce qui fait que la portion de l'aorte horizontale peut être traitée par voie endovasculaire également. Voilà, et les contre-indications sont souvent d'ordre anatomique, qui est l'angulation du collet, lorsqu'elle est supérieure à 60, 40 degrés, c'est déjà beaucoup, avec des lésions très calcifiées où la prothèse ne va pas tenir, ou bien beaucoup de thrombus au niveau du collet. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour pas vous embêter. Donc, les avantages, vous les savez, je l'ai déjà dit, pas de laparotomie, pas de perte sanguine, pas de clampage aortique, pas d'hospitalisation. Les inconvénients, ce sont les différentes fuites dont je vous ai parlé. L'endotension, c'est l'augmentation potentielle du diamètre du sac anévrismal restant. Et alors, par contre, ça, à votre cabinet, vous aurez ces gens qui vont venir tous les 6 mois, parce que, en tout cas, les 3 premières années, ils doivent avoir un suivi scanographique et vérifier s'il n'y a pas d'augmentation de diamètre, s'il n'y a pas de fuites qui vont réapparaître. Donc, c'est quand même des gens qu'il faut surveiller à vie, alors que la chirurgie, souvent, on est tranquille. Et les risques de réintervention ne sont pas négligeables, j'en ai eu un certain nombre.
Ça c'est tout, surtout pour les anévrismes aortho-thoraciques. Les fuites, on en a parlé, je vais aller plus vite. Voilà, juste pour vous présenter ma série. Si vous pouvez... je conclue, c'est la dernière diapositive. Très bien, merci. Finir avec la série personnelle entre 2012 et 2022, où j'ai opéré 210 anévrismes, que j'ai répartis en 2 groupes, chirurgicaux ou endovasculaires. Et, bon, elle n'est pas prospective, bien entendu, elle est juste observationnelle. Et en étudiant, on voit que les endoprothèses, la partie endovasculaire est des 90, 120 de l'autre côté. L'âge, il est plus élevé pour la chirurgie, mais c'est vraiment faux, parce que maintenant, actuellement, et pendant longtemps, on a l'âge moyen, alors que en France, pendant un certain nombre de temps, on n'opérait que les personnes âgées. C'est vrai qu'ils ont diminué drastiquement maintenant la possibilité d'opérer. Ils donnent des autorisations à des personnes aux alentours de 60 ans. La durée de séjour, vous voyez, elle est beaucoup plus courte pour les endoprothèses. Et la mortalité est par contre nettement plus élevée pour la partie chirurgicale. J'ai pu traiter un seul anévrisme rompu ces dernières années. Je n'avais pas compté les 2 derniers que je vous ai montrés. Et les complications liées à l'anévrisme, en fait, je retrouve exactement ce que dit la littérature, c'est-à-dire qu'il y a pratiquement ces gens sont contents et disparaissent parce qu'ils sont traités par la chirurgie lorsqu'ils sont vivants, il n'y a pas de problème. Par contre, quand ils ont une endoprothèse, il y a plus de 10% qui ont des complications et doivent être traités soit par chirurgie, soit par de nouvelles techniques endovasculaires. Voilà. Merci pour votre attention.